Parti. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rallye Info. On se retrouve avec Guillaume Lafay pour débriefer ensemble le Rallye de Suède, seconde manche du championnat du monde des rallyes 2023. Et en fin d'émission, on parlera avec lui de miniature. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Salut Fabien, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez ou nous regardez. Ça va pas trop mal après un très bon rallye de Suède, j'ai trouvé. Donc on est là pour en discuter et aborder quelques points techniques. Alors, effectivement, pour toi, ça a été un bon rallye de Suède. Alors, quel est ton avis général sur ce rallye de Suède, sur cette seconde manche du championnat du monde des rallyes? Dis-nous un petit peu ton ressenti. Alors, je dirais c'est des sentiments qui sont assez divers et variés. La première chose, c'est que j'ai trouvé qu'on a eu un très très beau rallye en termes de bagarre, en termes de performance et de suspense. Ça fait très plaisir de revoir beaucoup de neige, un vrai rallye hivernal comparé aux éditions précédentes qu'on avait pu avoir beaucoup plus sur de la terre, on va dire. Donc très très content du résultat déjà parce que ça relance complètement la saison, enfin ça la lance complètement on va dire, hein. Parce que je t'avoue qu'après le Monte-Carlo, je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais peur que ce soit une saison encore pour les Toyota et notamment pour Kalle Rovanperä. Et on voit que sur ce rallye qui reste encore atypique, hein, donc on va encore mettre des guillemets et prendre des pincettes pour dire ça, mais on peut s'attendre à une très très belle saison 2023 avec un bon nombre d'acteurs différents et des belles bagarres en perspective. Alors, le bon coup, hein, c'est Otanak. Alors, premier rallye au Monte-Carlo, alors il était dans le coup sans trop l'être parce qu'il découvrait la Puma, hein. Il était, voilà, il a fait le résultat, il a marqué les points qu'il fallait et puis là, il gagne. Ça annonce peut-être le bon coup de la saison 2023. Oui, 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 on peut l'espérer en tout cas. On va pas se cacher non plus que la Puma reste quand même un peu en retrait en termes de performance pure. Ça, c'est clair et net par rapport aux deux autres voitures. Et comme l'a très bien dit Malcolm Wilson à la fin du rallye, c'est vraiment Ott Tanak qui a gagné le rallye plutôt que M-Sport et la Puma qui lui ont permis de gagner ce rallye, on va dire. C'est vraiment le pilote qui a fait la différence. Et on pouvait s'attendre à cet état de forme. Je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas à une belle performance de sa part, puisque bah, il faut pas oublier non plus qu'il avait fait un très très bon dimanche au Monte-Carlo, notamment sur la Power Stage, et qu'il semblait en tout cas poser les pierres qui annonçaient une performance un peu plus importante sur ce rallye de Suède en tout cas. Alors, tu le sais, c'est, un rallye très spécifique, c'est un rallye sur neige, il n'y en a qu'un dans la saison. Mais je pense aussi que sa position sur la route a beaucoup joué, hein. On a parlé beaucoup de balayage. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est ce phénomène de balayage? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que sa position l'a forcément un peu avantagé sur la première journée. Donc effectivement, le phénomène de balayage pour le rallye sur neige et les rallyes sur terre, bah, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une spéciale qui s'ouvre devant vous où personne n'a roulé dessus, on a toujours une couche de saleté, on va dire, qui est présente sur la route. Donc en l'occurrence, quand c'est de la neige, bah, ça peut être une petite couche de poudreuse s'il y a eu des chutes de neige, ou sur la Terre, c'est une pellicule de poussière, de fines billes que les premières voitures bah, vont subir. Il va y avoir du patinage à l'accélération, il va y avoir des phases de freinage qui seront plus longues, plus glissantes, et puis surtout beaucoup moins d'adhérence dans les virages. Donc ce qui va pénaliser les 3, 4, 5 premières voitures en fonction de l'état de la route et de ce phénomène de balayage. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui est spécifique aussi sur les rallyes hivernaux, c'est que ce phénomène, il peut être complètement annihilé, voire retourné, si jamais on a une couche de glace qui est extrêmement importante. Ce qui a pu être le cas sur certaines des spéciales, notamment le vendredi, où on a vu quand même Kalle Rovanperä qui faisait des très très bons temps malgré sa position d'ouvreur sur la route, donc c'est-à-dire de première voiture. Il a fait quelques scratchs et des très bons temps parce qu'en fait, étant le premier à rouler sur la route, comme il n'avait pas neigé, justement, on avait vraiment une couche de glace qui était parfaite.
où il n'y avait aucune trace et donc ces clous, sur ces pneus étaient les premiers à mordre la glace et donc avaient une adhérence optimale. Alors que les voitures derrière, elles, devaient subir un petit peu, quelques traces, et une adhérence du coup qui était un petit peu plus précaire, mais de manière très, très faible en tout cas. Alors, avant de revenir, sur la rallye et sur les points positifs, négatifs, sur les performances de chacun, je voudrais que tu nous expliques aussi, la problématique des clous. Alors, on a parlé de destruction de pneus, on a parlé aussi de problématiques entre, la glace et la terre. C'est quoi le gros problème des clous, quand il manque un petit peu de glace, qu'il y a un petit peu de terre? Pourquoi il y a eu cette destruction, notamment sur, Brin, notamment sur Lapi? Peux-tu nous éclairer là-dessus? Oui, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes. Donc, comme vous le savez, une journée de rallye, elle se compose en général de 2 passages. Un passage dans les spéciales, le matin et un deuxième passage dans les spéciales l'après-midi. Et les conditions sont complètement différentes entre le matin et l'après-midi pour plusieurs raisons. La première, c'est que le matin, donc les WRC1, sont les premières voitures à rouler sur la spéciale. Donc elles ont une spéciale qui est propre, qui est ce qu'elle est en fonction de, comme on l'a dit, de l'état de glace ou d'enneigement de la route. Et l'après-midi, par contre, vous avez donc toutes les rallyes 1, rallye 2, rallye 3, et même un rallye national en Suède qui passe sur ces spéciales-là. Donc il y a potentiellement 80-100 voitures qui sont passées et donc qui vont creuser petit à petit des ornières dans les spéciales. Et donc lors du deuxième passage, on va avoir ces ornières qui sont déjà présentes, même pour les premiers sur la route, ce qui va les pénaliser d'une manière un petit peu différente. On a vu notamment Rovanperä qui était assez peu à l'aise dans ces deuxièmes passages. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer au départ, où on se disait qu'il allait perdre plus de temps dans les premiers passages en balayant, et ben, au final, il perdait beaucoup plus de temps dans le deuxième passage parce que son setup, ses réglages de la voiture, de hauteur de caisse, de différentiel ou ce genre de choses, étaient assez mal adaptés aux ornières qui étaient creusées lors des premiers passages. Et donc ça c'est un des premiers phénomènes. Et le deuxième, effectivement, donc c'est au niveau des pneus et des clous. On a donc pour le seul rallye dans la saison, le droit à avoir des pneus entièrement cloutés, spécifiques pour la neige et la glace, contrairement au Monte-Carlo où ce sont des pneus asphalte dans lesquels on va rajouter quelques clous. Là, on a quand même des pneus qui sont en 15 pouces, qui ont un total, je crois, de 384 clous sur toute la circonférence de la gomme et donc qui vont venir mordre cette glace et donner l'adhérence. Et il faut savoir que, les pneus sont soumis à d'énormes contraintes sur la glace et sur la neige. Ils souffrent énormément, peut-être même plus que sur asphalte parce qu'en gros, sur une glace vive et propre, on a plus de traction, de motricité et on a plus de pouvoir de freinage sur la glace avec des clous que sur l'asphalte sec. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont à prendre en considération et donc effectivement ces pneus ils sont mis à mal, par ces aspects-là, mais aussi par le fait que, comme je le disais, la route va se dégrader, la glace va éclater, il va y avoir des cristaux de glace qui peuvent être extrêmement coupants, hein, comme vous le savez quand on joue dans la neige, qu'on fait des batailles, des fois il y a des morceaux de glace qui sont très, très durs, très compacts. Tous ces morceaux-là vont venir agresser le pneu et vont venir lui faire subir des contraintes assez importantes. Et donc, ce qui fait que, par moment, en plus de ça, comme je le disais, on a aussi le phénomène des ornières. Donc, on va avoir des rails qui se creusent. Donc, un coup, le pneu va être dans le rail, il va ressortir. On a aussi des températures qui étaient extrêmement froides. Donc, quand on a creusé la couche de glace, la couche de neige, on va avoir du gravier qui va ressortir. Et puis, vu qu'on avait des -12, -15 degrés, et ben, le temps entre le premier le passage et le deuxième passage, ces graviers vont geler. Et c'est tout un cumul de phénomènes qui va venir agresser le pneu, encore une fois, lui faire subir des contraintes énormes malheureusement, c'est arrivé, d'avoir des crevaisons et des délaminations du pneu. C'était carrément, enfin pour l'Api, pour Brin, c'était carrément une destruction du pneu. Je sais pas si tu as vu, c'était,
moi, j'étais vraiment étonné, hein, la partie carrément, s'est détachée, quoi. C'était carrément, Ouais, effectivement, sur la spéciale 13, on a les 2 Hyundai qui ont subi ce phénomène de délamination qui a été, investigué par Pirelli depuis. C'est vrai qu'on est tout de suite tombé sur Pirelli et notamment, Tanak dans la spéciale suivante, la 14, où on entend dans la caméra embarquée le pneu qui éclate en fait, et qui il arrive dans la spéciale à la fin de la spéciale, avec un pneu complètement délaminé justement, en ayant presque subi une sortie de route le carrefour précédent et heureusement qu'il y avait un échappatoire parce que sinon, malheureusement le rallye pouvait s'arrêter là pour lui. Encore une fois, on a Tanak qui a très fortement critiqué Pirelli à ce moment-là, comme avait pu le faire Ogier il y a quelques temps aussi sur d'autres crevaisons sur des rallyes asphalte ou terre. C'est un peu la problématique du manufacturier unique, hein, comme dans tous les sports mécaniques. C'est que quand tout marche bien, on n'en parle pas, mais par contre, dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit, on leur tombe un petit peu dessus, à tort ou à raison. Sur ce rallye et des échos que j'ai pu avoir du parc d'assistance, effectivement, il y a eu un phénomène de concours de circonstances que j'ai mentionné tout à l'heure, qui ont fait que sur cette spéciale 13, on a tout qui s'est cumulé, des vitesses complètement folles, près de 200 km/h on va y revenir. On va y revenir. pendant 20-25 secondes, qui vont forcément faire chauffer un peu les pneus, une glace qui était complètement pilée, du gravier gelé, des ornières, plein de choses. Des équipes aussi qui ont un peu joué avec les pressions de pneus, qui sont allées un peu au-delà des préconisations du constructeur, enfin du manufacturier, Pirelli. Voilà, à force de jouer, ils ont perdu. Ça a coûté le podium, voire plus, à Esa Calapi. Ça a eu une conséquence un peu moindre pour Craig Breen. Et pour Tanak, il y a presque pas eu de conséquences. Mais là, pour le coup, il semblerait que ce soit une cause un peu différente, dans le sens où il aurait eu une crevaison lente avant d'avoir la délamination du pneu. Donc voilà, c'est des effets un petit peu, enfin des causes un peu différentes qui produisent le même effet, mais au final, il y a vraiment que l'API qui aura subi un vrai préjudice par rapport à sa position finale. Alors, on va revenir au rallye lui-même, au résultat. Alors moi, sur le premier rallye, sur le Monte-Carlo, j'avais la peur, un peu comme tout le monde, qu'on ait une ultra domination de Toyota. Et là, on a l'impression que les rôles se sont un petit peu inversés. On a trouvé un Lapi super performant, un Breen super performant, la Puma Tanak super performante. En fait, on a l'impression aussi que chez Toyota, il y avait un peu que Katsuta qui arrivait un peu tirer l'épingle du jeu sur la première journée avant qu'il parte à la faute. On a trouvé un Rovanpera un petit peu à la peine, un Evans à la peine lui aussi. Toi, quelle est ton analyse sur les doubles versés avant qu'on parle du double versé 2? Un peu similaire à ce que tu viens de mentionner, à savoir qu'effectivement, on est un peu surpris par Toyota et le manque de rythme qu'ils ont pu avoir sur ces conditions, encore une fois, très, très particulières, hein. Il faut pas sur les 3 premiers rallyes, que ce soit le Monte-Carlo, la Suède et le Mexique qui sont à venir, il faut vraiment pas tirer de conclusions hâtives parce que ce sont des rallyes qui sont extrêmement particuliers, pour des raisons très différentes les uns des autres. Heu, mais effectivement, on aurait pu s'attendre à une performance un peu plus intéressante des Toyota où Katsuta était je dirais le fer de lance de la marque, jusqu'à sa sortie de route et le fait de partir en tonneau. C'était aussi le seul qui avait eu une vraie, vraie belle séance d'essai, on va dire, puisque la semaine précédente, il avait participé à un rallye, en Finlande, il me semble, pour préparer justement la Suède. Donc ça l'a fortement aidé. En plus, il ne faut pas oublier non plus que c'est le pilote de développement de Toyota, donc il parcourt des dizaines et des centaines de kilomètres en essai, sur leur base en Finlande et notamment ces temps-ci, sur des bases complètement enneigées et gelées, ce qui n'est pas le cas de Rovanperä ni de Evans. Justement, pour en revenir à Kalle Rovanperä, il a quand même fait un joli rallye, avec une belle réaction sur les 2 derniers jours qui lui permettent de remonter dans les classements.
Il a même remis une très, très grosse pression sur Neuville, sur le dernier jour, pour, potentiellement revenir sur le podium. Bon, ça s'est pas fait. Il marque de gros points. Là où je suis un petit peu déçu et où je comprends pas bien, c'est que sur la Power Stage, bah, il dit clairement qu'il va pas chercher des points pour éviter de balayer, justement au Mexique, puisque là encore, ce sera sur terre et le phénomène de balayage est extrêmement pénalisant. Donc là, il dit clairement qu'il va pas chercher des points dans la Power Stage pour éviter d'être en tête du championnat du monde. J'espère pour lui en tout cas, qu'il le regrettera pas à la fin de la saison, mais on se rappelle de Ogier, de Loeb, qui faisait pas ce genre de calcul, parce qu'un point est un point et à la fin de la saison, ça peut coûter très très cher. Donc on verra. C'était sa stratégie en tout cas. Concernant Evans, bah, un rallye mi-figue, mi-raisin. Il n'y arrive plus, hein. Il n'y arrive plus. Ouais, j'ai peur que, comme on dit, il se les morde pendant très très longtemps d'avoir fait son erreur à Monza il y a quelques années, et de ne pas avoir été champion du monde à ce moment-là. Euh, bon, encore une fois, hein, c'est que 2 rallyes cette saison. Au Monte-Carlo, il était plutôt performant. À voir ce que ça va donner au Mexique avec une très très bonne position sur la route. Et puis, bah, concernant le reste, Lapie de retour en forme, Brin très très impressionnant aussi. On l'avait laissé au Japon sur une performance vraiment décevante et sur une saison 2022 décevante avec la Ford. Et là, il a retrouvé le sourire, il a retrouvé la banane. Il se régale avec cette Hyundai. À confirmer, en tout cas. Mais bon, ça fait plaisir de revoir Craig Breen sur le devant de la scène. C'est étrange parce qu'on a vu chez Hyundai, Neuville, être le fer de lance et puis là, on l'a vu pas en retrait, mais j'ai eu l'impression qu'on a plus vu Lapie et Brin, en fait. Ouais, clairement, clairement. Bah déjà, une première chose, c'est que Neuville a été malade Malade. il y a quelques jours, enfin oui, une dizaine de jours. Du coup, ce qui l'a complètement empêché de faire sa journée de séance d'essai pré-rallye comme tous ses petits copains. Et même sur le shakedown le vendredi, il était encore un peu souffrant. Donc je pense qu'il a plutôt pris son mal en patience. Il a essayé de marquer des gros points. Et puis bah, malheureusement, je dirais, la stratégie, la tactique qui a été mise en place ne s'est pas avérée payante. Mais en tout cas, ça montre, et on va peut-être en discuter, mais ça montre que Hyundai en fait vraiment le fer de lance pour cette saison-là et qu'ils vont tout faire pour que Neuville puisse aller chercher Rovan Perra sur le titre de champion du monde. Oui, clairement, c'est lui le leader. Après, ton analyse, pardon, c'est que sur la post-stage, c'était compliqué quand même pour Brin de gérer entre lui, Rovanpera, j'y vais pas, j'ai pas les intermédiaires, ce problème des intermédiaires, dans la voiture qu'avant on avait, que maintenant on n'a plus. C'était compliqué quand même pour lui bah, voilà, de jouer l'équipe, hein, jouer les points pour l'équipe, hein. Oui, oui, et puis bah, juste pour resituer un petit peu la situation, justement, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que sur la journée du dimanche, bah, on avait Brin qui était deuxième, Neuville qui était troisième et Rovan Perra qui était quatrième, qui revenait très fort sur Neuville, qui lui a mis une grosse pression sur la première spéciale de la journée. Sur la deuxième spéciale, Neuville refait un écart conséquent par rapport à Rovan Perra. Donc, il passe de 1 seconde à 6 ou 7 secondes, voire un peu plus, je crois. Donc, ce qui permet, là, pour le coup, à Hyundai de mettre en place une stratégie qui a été de faire pointer Craig Breen, qui était deuxième, en avance. Du coup, ça lui implique une pénalité de 10 secondes, ce qui le fait rebasculer derrière Neuville, qui passe alors deuxième. Et oui. Mais on a toujours Rovan Perra qui est très proche derrière, à 5-6 secondes. Donc effectivement, la marge est très 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 restreinte. Sachant que de même la différence entre Neuville et Craig Breen, qui était alors deuxième et troisième à l'entrée de la Power Stage, était juste de 3 ou 4 secondes, il me semble.
personne ne pouvait jouer la sécurité, en fait. Ils étaient obligés d'attaquer, tous les 3, Neuville 2e, Breen 3e et Rovanperä 4e parce que, parce que tout simplement le poursuivant ou le mec devant était pas très loin et effectivement, n'ayant plus de temps intermédiaire, plus d'informations à l'intérieur de la voiture, c'est très compliqué de gérer. Ils ne pouvaient pas se permettre de lâcher 10 secondes, pour, potentiellement passer de la 2e à la 4e ou de la 3e à la 4e place et qu'au final Rovanperä, se retrouve avec une 2e place inespérée donc bref, ça s'est pas fait, ça s'est retourné un petit peu contre eux, mais sans gros drame puisque finalement Breen garde sa 2e place qui est amplement méritée. Neuville effectivement, prend la 3e place, mais je dirais qu'en fait, c'est plutôt Thierry Neuville qui a, pour être, un petit peu cru, foiré sa Power Stage, qui a clairement pas été dans le coup dans cette, spéciale-là et ce qui fait que, c'est lui qui perd du temps plutôt que Breen qui a attaqué pour reprendre sa 2e place. Donc, voilà, il y a pas de préjudice, il y a pas de contentieux entre qui que ce soit. La décision de Cyril Abiteboul justement qui vient mettre sa première patte dans la hiérarchie de Hyundai a été très bien comprise par tout le monde. C'est clair pour le reste de la saison. Voilà, c'est ce qui s'est passé et puis rendez-vous au Mexique. Alors un mot maintenant sur les Pumas, sur Ford. Alors on a retrouvé moi j'ai eu l'impression qu'on avait retrouvé un petit peu le Tanak d'avant, hein. Le Tanak avant Hyundai, heureux d'être là, combatif, et un petit mot sur Loubet. Toi, tu as pensé quoi de Pierre-Louis Loubet sur le rallye? Bon, si on commence par Pierre-Louis Loubet, c'était un rallye, bon. Bon rallye. Voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a appris. C'était sa première fois en Suède avec une 4 roues motrices, il me semble, ou en tout cas avec une Rallye 1, ça c'est sûr. Donc il a appris, il a eu quelques petits soucis, une grosse chaleur à la fin puisqu'il a il a fini la Power Stage en mode, tout électrique, puisqu'il avait un problème sur l'auto qui l'empêchait de redémarrer, donc il a bien failli ne pas terminer. Mais au final, il prend une belle 6e place. Il ne pouvait pas trop espérer mieux. L'écart au kilomètre s'est sensiblement réduit au fil du rallye, donc ce qui montre bien qu'il a appris, il a pris confiance. C'était clairement pas le rallye sur lequel on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse une grosse performance. Il a reconstruit son rallye suite aux différentes petites fautes qu'il avait fait au Monte-Carlo. Donc non, je pense que c'est un bon rallye pour lui, à confirmer par la suite. Mais sinon, pour Ott Tanak, tout simplement, performance majuscule. Effectivement, on le retrouve, tel qu'on l'avait connu chez Toyota, avec le sourire, avec de l'entrain, dans une équipe qui est là pour lui, qui lui donne ce dont il a envie. M-Sport, c'est l'équipe dans laquelle, Tanak a grandi. Il a été, mis sur la touche à 2 reprises par Malcolm Wilson à raison, parce qu'il faisait trop de fautes. À chaque fois, il a été repêché, on va dire. Malcolm Wilson lui a fait confiance, continue de lui faire confiance et là, très clairement, Ott Tanak, justement lui donne raison, lui rend la monnaie de sa pièce et c'est une magnifique victoire qui promet un joli championnat. Quelque part, avant le Monte-Carlo, tout le monde a crié au loup. C'est-à-dire que Loeb était pas là, M-Sport a annoncé très clairement que l'équipe était construite et faite pour Ott Tanak. Mais quelque part, après 2 rallyes, j'ai l'impression que la stratégie s'avère payante. C'est eux qui ont raison, en fait. Alors pas que, Loeb ne soit pas désiré, mais ils ont dit très clairement: «Nous, on mise tout sur Ott Tanak». Mmh. Très clairement, c'est eux qui ont raison au bout de 2 rallyes. Ah oui, clairement et clairement et aujourd'hui pour tous les fans de Loeb et tous ceux qui espéraient qu'il soit encore, rappelé cette année, on peut que penser que malheureusement ou pas, ce ne sera pas le cas. Je pense pas aujourd'hui que M-Sport va prendre le risque de mettre un 2e loup dans la bergerie, de chez Ford justement ou un 2e Puma, hein, je sais pas ce qu'on peut dire. Mais en tout cas oui, aujourd'hui Tanak, a demandé, a exigé qu'il soit, le pilote numéro 1, que tout soit fait pour lui,
je pense, a raison, hein, parce qu'il est toujours là, il a toujours de la pointe de vitesse, il a toujours une vraie envie et encore plus, parce qu'il s'est, je pense, trouvé complètement lésé, chez Hyundai, avec une voiture qui était pas du tout à sa main et je pense une équipe qui n'a rien fait, en tout cas pas assez pour lui donner cette chance-là, parce que ça faisait partir dans des directions trop opposées par rapport à celle qui était exigée par Thierry Neuville. Donc aujourd'hui, oui, je pense que Otanak a retrouvé une belle famille, une vraie envie de se battre. Je pense que Ford aussi, j'espère, va avoir des moyens cette année pour redévelopper la voiture. Ça va passer par plusieurs jokers d'homologation qui, si je ne me trompe pas, d'après ce que je sais, devraient pas trop tarder à arriver pour augmenter la performance de la voiture, Moteur, que ce soit en, peut-être? en moteur, que ce soit en châssis, sur différentes choses, amortisseurs, voilà. Faut pas oublier aussi, on les a beaucoup critiqués, M-Sport l'année dernière, comme quoi ils prenaient du retard au fil de la saison, et cetera. C'est pas une équipe officielle et malheureusement, ils avaient des pilotes et des équipages qui Alors ont beaucoup cassé. j'ai une question à te poser là-dessus. Est-ce que l'année dernière, ils se sont pas pris à leur propre piège? Parce que sur quasiment tous les rallyes, on avait quand même, 3-4 Pumas à chaque fois. Est-ce qu'ils se sont pas éparpillés? Et est-ce que cette volonté de pas se recentrer, c'est aussi la clé du succès? Oui et non, après c'est un petit peu compliqué parce que M-Sport justement, c'est un business model qui est basé sur la vente de voitures. M-Sport, Malcolm Wilson, c'est une personne, c'est une équipe qui doit vendre des voitures pour financer sa saison en Rallye 1. Donc forcément, un Jourdan Cerderidis, un Gus Greensmith, c'est des pilotes qui apportent du budget. Donc on est obligé de les faire, enfin ils sont obligés de les faire rouler. Ils sont obligés de développer des voitures qui soient assez faciles à conduire pour la grande majorité des pilotes, pour justement pouvoir les louer, faire rentrer un peu de cash et continuer leur développement. Ils n'ont pas vraiment, et en tout cas, ça n'a rien à voir avec Hyundai ou Toyota, l'appui du constructeur Ford. Ford, effectivement, est arrivé il y a quelques années, leur donne un petit coup de main, les aide en termes de développement technique, etc. Mais en termes de budget apporté, ça n'a rien à voir avec Hyundai ou Toyota. Et comme je l'ai commencé à le dire, l'année dernière, ils ont quand même énormément cassé de voitures. Que ce soit Craig Breen, que ce soit Gus Greensmith, que ce soit Adrien Fourmeau, il y a eu même Loeb, hein, ils ont beaucoup cassé de voitures et pour reconstruire, eh ben, il faut du budget, il faut de l'argent et cet argent-là, quand on est limité, bah, c'est de l'argent qu'on ne passe pas à développer l'auto. Et là, j'ai l'impression qu'entre cette intersaison et ce début de saison aussi, et on peut espérer que ça va continuer comme ça, et ben, et ben, tout simplement, oui, effectivement, ils auront un peu plus de budget pour développer plutôt que de reconstruire des voitures à l'identique. Alors maintenant, on va parler, du WRC2. Alors WRC2, alors moi j'ai la peur, hein, j'ai la peur que la nouvelle Skoda soit l'épouvantail. On a eu une démonstration majuscule, au Monte-Carlo de Griesine. Là, c'est Solberg qui a mis un rallye absolument magnifique. Alors, bien sûr, on a eu des locaux, notamment Veiby qui a donné le change avec la Polo. Preuve que la Polo n'est pas tant larguée que ça sur certains, rallyes spécifiques. Qu'est-ce que toi tu penses du WRC2 après 2 rallyes? Est-ce que tu penses aussi que Skoda va vraiment écraser le championnat, que ça va être compliqué pour la C3? Oui, bah, pour la C3, pour la Polo, pour la Hyundai, pour toutes les autres, autos en Rallye 2, effectivement que ça va être compliqué. On l'a vu, on l'a bien compris, la Skoda, elle est fiable déjà, elle est rapide, elle est performante. Il y a on va dire des pilotes de pointe qui ont fait le choix de cette auto, ils ne semblent pas s'être trompés. Donc oui, on peut penser que la saison va être très fructueuse pour le constructeur tchèque et sa nouvelle voiture. Après, ben, on va pas tout enterrer non plus, hein. Johan Rossel fait quand même un joli rallye, au Monte-Carlo, qu'il gagne sur tapis vert au final. Là, on a Ole Christian Webby qui montre effectivement que la Polo, elle est encore performante, que sur un rallye qu'il connaît bien aussi, mais que Oliver Solberg connaît très bien aussi, hein. Donc
il y a eu une belle bagarre. Mais oui, clairement, ça va tourner avec des victoires Skoda de manière très régulière. Oliver Solberg semble, heu, très, très bien parti en ce début de saison. Il a fait un rallye de Monte-Carlo, en termes de performance très, très intéressant. Là, il fait un rallye de Suède, assez magnifique. À la course des champions qui a eu lieu entre-temps, il a aussi fait des performances, assez remarquables par rapport à un bon nombre d'autres pilotes beaucoup plus expérimentés que lui. Donc il se positionne en favori, mais le championnat est long. Il y a des rallyes qui sont nominés pour certains pilotes, pas pour d'autres. Donc voilà, ça va se comme d'habitude sur le rallye 2, ça va se profiler au fil de la saison. Mais on peut penser que la bagarre sera, Solberg, Gryazin, Rossell, Paджari, Lindholm peut-être, qui va se mêler à Mmh. la bagarre aussi. Voilà. Alors, une dernière question sur le championnat du monde, hein. Là, le Mexique, ça va vite arriver. Pour toi, ça va être quoi le point clé? Parce qu'on sait que c'est un rallye en altitude, on parle de moteur. Pour toi, ça va être quoi la clé pour gagner là-bas? Alors, pour gagner au Mexique, bah, forcément oui, il y a la performance du moteur, alors qui est un petit peu réduite avec l'utilisation, enfin l'impact en tout cas est un petit peu réduit par rapport à l'utilisation des turbos. Mais en gros sur un moteur, atmosphérique, on considère qu'on perd 10 de puissance tous les 1000 mètres d'altitude. Donc là, on est entre 2000 et 2500 mètres au Mexique, si je me rappelle bien, sur les spéciales. Donc on peut considérer que ça fait perdre 25% de puissance sur un moteur atmosphérique. Donc comme je le disais, l'utilisation du turbo permet de compenser un peu ça. Mais ce sont des conditions qui sont très spécifiques. Ce sont des cartographies moteurs qui sont extrêmement pointues et uniquement adaptées à cet environnement-là. Donc, faut pas oublier non plus que le Mexique, personne n'y est allé depuis 2020. C'était le dernier rallye juste avant le covid, hein, si tu te rappelles bien, Oui, oui, tout à je fait. crois il a dû se terminer le dimanche, la NBA avait déjà arrêté sa saison et on était passé tout proche de ne pas finir le rallye du Mexique. Les gens ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir rentrer. Bref, tout ça pour dire que personne n'y est retourné depuis. Les rallyes n'ont pas été développés. Et il n'y a eu aucun essai ni rien qui a été réalisé dans ces conditions-là. Alors, les constructeurs, les motoristes ont des capacités pour réduire la pression atmosphérique dans les chambres, sur les bancs d'essai, mais comme toujours, rien ne remplace la réalité. Donc voilà, pour moi, on repart vraiment dans une sorte de petit inconnu, de savoir comment ont travaillé les gens. On peut espérer que M-Sport, avec l'appui de Ford justement aux États-Unis, ait pu avoir des capacités peut-être un peu plus intéressantes d'aller potentiellement faire quelques tests, même si c'est pas forcément autorisé dans des conditions similaires. En tout cas en termes de moteur, hein, ce que je veux dire, pas sur la voiture, ça c'est clair, mais rien n'empêche de mettre un moteur dans un mulet et essayer de faire une cartographie qui puisse s'approcher, en tout cas. Hem, voilà, faudra voir. Il y a le phénomène de balayage qui va aussi jouer son rôle. Ott Tanak va rebalayer pour la première fois depuis plusieurs années, puisque je crois qu'il n'a pas été en tête du championnat du monde, peut-être bien depuis son titre en 2019. Donc à voir. Non, ça va être un rallye extrêmement ouvert. On a le retour de Sébastien Ogier aussi, qui sera extrêmement intéressant puisque, bah, là, si je reprends le classement général, il est 5e. Donc il partira 5e sur la route, pas loin d'être la position idéale, Idéal, ouais. sur un rallye comme celui-là. Voilà, et puis après on connaît sa capacité à enquiller derrière s'il fait une bonne première journée. Le laps de temps entre ces 2 piges aura été, bien inférieur à ce que ça avait pu être l'année dernière par rapport à ces 2 premières apparitions. Donc non, ça va être un très, très beau rallye, un très beau Heu, rallye à venir. une petite aparté, on parle de moteur, là aussi on revient juste sur la rallye de Suède, 30 secondes, hein. Heu, Katsuta, pardon, excuse-moi, je vais y arriver, je suis désolé, a abandonné, disant qu'il préférait, sauvegarder le moteur. Est-ce que toi,
Comment tu as analysé ça? Est-ce que c'était une raison politique? Est-ce que c'est vraiment une vraie raison? On a envie de sauvegarder le moteur, ils ont peur pour le Mexique? Comment tu as analysé ça, toi? Parce que moi, j'ai été quand même assez étonné. Eh ben, il faut garder en tête qu'il y a une nouvelle, réglementation au niveau de l'utilisation des moteurs et du nombre autorisé par saison. Je crois qu'on est redescendu à 2 ou 3 moteurs sur la saison, autorisée. Donc non, moi ça me paraît assez, pas évident, mais en tout cas, il y a pas d'abandon qui sont faits sans raison. Si, Katsuta a décidé d'abandonner, je pense qu'il y avait déjà des signes un peu avant-coureurs et précurseurs. Moi, j'ai entendu parler d'un petit souci de refroidissement sur de la dernière journée, parce il a quand même, il est quand même reparti le dimanche. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de Toyota d'aller au bout. Il ne faut pas oublier non plus que Katsuta était nominé pour marquer des points. Donc s'il arrivait quoi que ce soit à Evans ou Rovanperä, il fallait quand même qu'ils aient une deuxième voiture pour marquer les points pour le constructeur. Donc c'était pour ça aussi qu'ils ont fait le maximum pour qu'ils repartent. Après, ils ont peut-être eu des signaux d'alerte particuliers sur la voiture le dimanche matin, et étant donné que ça se passait plutôt pas mal pour Rovanperä et Evans, en tout cas dans l'objectif de finir le rallye et de marquer quelques points, effectivement, ça me paraît judicieux d'avoir retiré la voiture de Katsuta pour fiabiliser la fin de saison potentiellement. Ah, on termine parce que, voilà, je te disais que c'était la fin, mais j'ai encore une toute petite question. Qu'est-ce que toi, tu as pensé? Moi, j'étais un petit peu, pas frustré, mais j'ai trouvé que ce rallye manquait un petit peu de différence, de variété, avec des longues lignes droites, avec des pleines charges pendant 20-30 secondes. Et chaque fois, je me disais: «Ouais, cette spéciale, elle est jolie, mais voilà, il y a trop de lignes droites, trop d'a» tu vois ce que je veux dire? Et comment toi, tu as vécu un peu ce rallye au niveau spectateur? Bah, comme je le disais en introduction, j'étais content de revoir un rallye sur neige, de voir vraiment des murs de neige impressionnants, des vitesses de passage, impressionnantes. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais pas beaucoup le rallye de Suède parce que les voitures étaient pas très jolies, je trouvais, avec des pneus extrêmement étroits, des gardes au sol, énormes, et c'était pas mon rallye préféré, mais en grandissant et en connaissant un petit peu plus la partie technique, la partie pilotage, bah, c'est juste magnifique de les voir à près de 200 km/h entre les arbres, entre les murs de neige, prendre des appuis. Euh, voilà, c'est juste sublime. Donc ça fait plaisir de revoir la neige. Et en fait, la condition pour avoir ce rallye vraiment enneigé, c'était de remonter beaucoup plus au nord que ce qui se faisait précédemment. Donc là, on était à 700 km, je crois, de Karlstadt, qui était la base historique du rallye, où effectivement il y a toutes les spéciales les plus connues et les plus mythiques du rallye de Suède qui sont autour de cette zone, qui pour le coup, elles, sont beaucoup plus variées, plus de virages, plus de changements de rythme. Euh, mais ça faisait quelques années, on le savait, hein, que justement le rallye de Suède était plutôt un rallye typé de terre, avec assez peu de neige, voire pas du tout par moment. Il y a même eu des années où il a été à deux doigts d'être annulé parce qu'il n'y Oui. avait pas assez de neige. Donc ils ont fait le choix de monter beaucoup plus au nord. Et malheureusement, bah, les routes se prêtent un petit peu moins à ce type de spectacle. Sont plus typées Finlande, on va dire, avec effectivement des grands bouts droits, des jumps un peu plus importants. Donc c'est un compromis qui a été fait. C'est un compromis qui a été fait. On ne peut pas tout avoir dans cette région-là. On a eu la neige cette fois. Euh, donc on va espérer que ce soit le cas pour les autres années, qu'ils arrivent à trouver des autres spéciales un peu plus intéressantes en termes de pilotage et de technique. Mais bon, je pense que s'ils ne l'ont pas fait par rapport à l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas forcément de possibilité. Alors, merci de ton analyse. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de t'entendre et discuter avec toi. Mais je sais que tu as une autre passion. Tu es Ouais, très spécialisé dans une autre passion qui a attrait aussi au rallye. Tu vas nous en parler, mais si tu as quelque ouais. chose à dire, tu peux. Vas-y. Oui, j'ai une dernière petite chose, c'est Oui, un peu vas-y. un coup de cœur, en tout cas, une performance assez intéressante aussi à souligner, c'est celle de Laurent Pellier, Oui, pardon. avec sa copilote qui, en junior WRC, prennent la deuxième place, à seulement 6 dixièmes du vainqueur, Creighton. Pour un premier rallye sur neige, pour une première sur une 4 roues motrices depuis près de 3 ans, je crois,
C'est une vraie belle performance de Laurent Pellier qu'on connaît en championnat de France avec toutes ses performances en coupe monomarque. Euh, Premier rallye en junior WRC, deuxième place, 6 scratch. Bravo, bravo, bravo. Ouais, Belle surtout qu'il performance. il rebondit bien parce qu'on le sait, il a eu un petit creux dans sa carrière, après Peugeot, hein, puis là, il Ouais. rebondit, puis là, il prend vraiment une envergure et puis j'espère que ça va, bien se terminer cette saison. Ouais, ouais, Voilà. il y a pas de raison. On va le retrouver en Croatie pour la deuxième manche. Ça Oui, devrait, spécialiste de l'asphalte, hein, donc voilà, il retrouvera un revêtement qui lui convient beaucoup mieux, puisque là, sur la neige, bah, tout simplement, il a découvert la voiture au shakedown. ouais, au check-down, ouais. Donc c'était un petit peu compliqué de faire mieux que cette deuxième place. C'est passé pas très loin de la victoire, mais qui pour moi aurait été peut-être un petit peu volé par rapport à la performance de Creighton, qui à un moment avait presque 40 secondes d'avance. Donc bravo à eux, en tout cas, très belle performance. Et puis rendez-vous en Croatie, là, pour le coup, pour la suite de la saison. Avec Marine Pélamourgue, à sa Exactement. droite. Alors ta passion, dis-nous tout. Ton autre Oui. passion qui a trait aussi au rallye, hein, parce que c'est pas très loin du rallye. Ouais, bah, c'est même tout proche du rallye, hein, et comme on en avait discuté, et puis bah, pour ceux qui me suivaient un petit peu déjà sur les épisodes de l'Afterlap avec Laurent Frédéric Bollet, bah, que je salue amicalement et qui nous a très gentiment C'est très donné gentil. son soutien et son appui là, suite au premier épisode qu'on avait pu faire. Effectivement, j'avais l'habitude de présenter un petit peu, bah, comme je l'avais fait dans notre premier entretien, l'exposition permanente Auto Mini Racing qu'on a déjà commencé à lancer sur la région de Saint-Étienne et pour On laquelle mettra les liens, hein, on mettra les liens, sous la c'est vidéo. par- c'est parfait. Et donc pour laquelle on est en train de vraiment de finaliser à la fois les locaux, la disposition, etc. J'aime bien effectivement faire un petit clin d'œil. Non, mais là, attends, je te coupe, mais parle-nous de ça, parce que moi, quand tu m'as présenté ça, j'ai trouvé que le projet était absolument magnifique. Dis-nous ce que c'est. Parle-nous Ouais, de bah, ça. écoute, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est s'il y a des retours positifs, faire un petit épisode dédié à tout ça. Je ne veux pas être trop long, mais effectivement, c'est une exposition permanente d'environ 6 à 7 000 miniatures qu'on est en train de monter sur la région de Saint-Étienne, donc avec la recherche de locaux, de financement qui commence à vraiment se finaliser. On a eu une première version à la sortie des confinements qui a été un vrai succès du côté de Saint-Galmier, donc à Saint-Étienne. Donc pour le coup, c'est la ville historique de là où il y a la source de l'eau pétillante badois. Donc voilà, c'est une exposition permanente qui regroupera des miniatures et qui permettra à tout le monde de se retrouver, de partager la passion des sports automobiles, parce qu'il y aura du rallye, il y aura de l'endurance, de la Formule 1, du GT, des courses américaines. Et puis surtout, c'est l'objectif de partager, d'avoir vraiment un endroit dans lequel on pourra se retrouver, expliquer, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie historique, les différentes aires du sport automobile à travers des miniatures, surtout des dioramas, des mises en scène qui seront expliquées avec des vidéos, des commentaires audio pour retracer un peu les grandes heures des sports mécaniques. Et donc effectivement, toutes ces miniatures, il y en a forcément qui sont achetées dans le commerce, mais qui seront toutes mises en valeur justement dans ces mises en scène. Et puis on monte également nos propres modèles, notamment voilà, comme je vous le disais, j'aime bien partager un petit peu et mettre en avant le travail aussi d'autres personnes. Et notamment aujourd'hui, en l'occurrence, je vais vous présenter quelques planches de décalcomanie, bah, justement, des Alpines qui ont couru le Monte Carlo. Donc vous voyez, ça c'est un superbe travail qui a été fait par Rallye Miniature. Donc une société qui dessine et commercialise ces planches de décalcomanie bah, qui permettent justement de réaliser ses propres modèles, de pouvoir les monter, parce que ce sont des voitures, vous voyez, comme celle-là, comme Ah, celle de Grégory Grégory Fontalba. Fontalba. Voilà, tout à fait. Donc, que tu as reçu à deux reprises. J'ai Oui, eu le plaisir d'écouter son entretien là, il y a quelques jours à la sortie du Monte Carlo. Donc, voilà, la planche de décalcomanie
qui permet de réaliser sa voiture, qui ne sera peut-être pas réalisée par des grands fabricants comme XO ou Spark, par exemple. Bah là, en l'occurrence, elle sera chez Auto Mini Racing dans pas très longtemps, grâce à Rallye Miniature, grâce à Hervé Laurent aussi qui dessine ces planches de manière assez impressionnante et fidèle. Et qui est clairement le spécialiste de l'alpine en miniature, il propose environ 250 modèles différents de toutes les alpines qui ont pu rouler depuis quelques années. Donc voilà, je voulais tout simplement mettre en lumière un petit peu leur travail, vous convier à aller les voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, si vous aussi vous êtes passionné et que vous avez le souhait de monter une voiture en particulier. Et puis suivre nos comptes Instagram, Facebook, @AutoMiniRacing, sur lesquels vous retrouverez notamment le montage de l'Alpine de Raphaël Astier, du team Chazelle, qui a été complètement détaillé sur le mois de décembre et janvier. Donc vous pouvez retrouver toutes les phases justement de réalisation de la miniature, depuis le démontage d'une base, ce qu'on appelle, jusqu'à la pose des décalcomanies, la mise en place des différents harnais à l'intérieur de la voiture, des extincteurs, Alors, du livre de copilote, etc. je vais te couper. Alors, je sais que tu es un passionné, mais alors j'ai une question à te poser. Le montage d'une voiture comme ça, c'est le coût, c'est pas très important, enfin, de le savoir, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le temps. Vous mettez combien de temps pour réaliser une miniature? Ça dépend. Enfin, tout va dépendre du monteur, de sa volonté de détailler. Euh, ouais, je peux pas te dire. Ça va vraiment dépendre du niveau de détail Mais c'est que quoi? tu vas C'est, souhaiter 10 mettre. heures, 5 heures? C'est, Bah plus, moi, moins? je vais dire de manière personnelle, je vais plutôt être sur du 20-25 heures de travail sur une auto. Alors que si je me contente, je vais dire, de décaper une base, de la repeindre et de poser uniquement les décalcomanies, effectivement, il y en a peut-être plus pour 7-8 heures. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est détailler l'intérieur, le cockpit, sur des photos de l'auto existante, de refaire le volant, de mettre, comme je te le disais, les harnais, les bons autocollants à l'intérieur, sur le siège baquet, sur les harnais. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Repeindre les disques de frein, les étriers, enfin, voilà. Tout va dépendre du détail auquel tu veux aller. Alors tu le sais, je vais souvent dans ta région, tu me promets, on se verra et puis tu vas me montrer tout ça. Avec Je vais grand venir, je plaisir. vais filmer, hein, comme Avec ça on grand fait profiter à plaisir. tout le monde. Alors dernière question, on se retrouve après le rallye du Mexique et tu nous présentes d'autres miniatures? Et ben avec grand plaisir aussi, hein. De toute façon, je pense que si les retours sont bons, si ça plaît, et en tout cas, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. On a eu quelques questions, notamment sur la partie hybride, qu'on pourra évoquer aussi sur le rallye du Mexique, parce que sur la Suède, il y a encore eu quelques nombreux, on va dire, Allez, soucis, voilà, de manque de puissance. Donc c'est un point qu'on pourra aborder. Et puis de la même manière, il faut surtout pas hésiter que les auditeurs, les auditrices, que ce soit sur les différentes plateformes, sur tes réseaux sociaux, sur les miens également, nous posent des questions, nous fassent part de leur avis, de leurs commentaires. On est là je pense, pour s'améliorer et essayer d'être le plus didactique et agréable possible. Donc voilà, surtout moi, parce que toi tu connais ton sujet, c'est surtout moi qui pose des questions et c'est à moi de m'améliorer. Écoute, je te remercie, ça a été un vrai plaisir, on se retrouve bientôt. plaisir partagé. À très très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis à bientôt après le Mexique. Merci à toi. Salut.